La discipline libératrice, un dialogue stoïcien. Imaginez un instant, vous avez un objectif, une ambition, un rêve. Peut-être est-ce de lancer un projet, de retrouver une meilleure forme physique, d'être plus discipliné dans votre travail ou tout simplement de changer une mauvaise habitude. Vous commencez plein d'enthousiasme, motivé comme jamais. Mais au bout de quelques jours, voire quelques heures, l'énergie retombe. Les excuses surgissent. La tentation de la procrastination ou du confort reprend le dessus. Et là, une petite voix vous murmure « Encore une fois, j'ai échoué. Peut-être que je ne suis tout simplement pas fait pour ça. » Mais et si ce n'était pas vrai ? Et si la discipline n'était pas un don réservé à quelques élus, mais une compétence que n'importe qui pouvait cultiver ? Et si, loin d'être une prison, la discipline était en réalité une porte vers une liberté immense ? Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation. Pas un monologue rigide, pas une liste de règles figées. Juste un échange sincère sur la discipline et ce qu'elle signifie vraiment. Parce que la discipline, ce n'est pas simplement se forcer à faire des choses que l'on déteste. Ce n'est pas vivre sous le joug d'un régime de fer. Non, la vraie discipline, celle des stoïciens, c'est l'art de se réapproprier sa propre vie. C'est comprendre que chaque choix est un acte de pouvoir. Parlons de ces moments où tout semble s'écrouler. De ces résolutions qui s'envolent dès qu'une tentation cligne des yeux. De cette voix qui murmure « À quoi bon ?» La sagesse stoïcienne nous propose un regard décalé. Et si la discipline était un acte d'amour envers soi-même, le piège des idées reçues, on nous serine que la discipline, c'est se priver comme un moine médiéval, tuer toute spontanéité, devenir rigide comme un automate. Mais pourquoi associons-nous si souvent la discipline à quelque chose de négatif, de dur, de froid, voire d'inhumain ? La discipline est souvent perçue comme un carcan, une camisole mentale qui nous enferme dans une routine inflexible, privant notre existence de toute joie et de tout plaisir. On nous a inculqué l'idée que pour être discipliné, il fallait renoncer au plaisir de la vie, sacrifier chaque moment de spontanéité, se couper du monde et se transformer en une machine hyper productive, insensible et calculatrice. Pourtant, si nous observons attentivement les figures emblématiques du stoïcisme comme Marc Aurèle, Épictète ou encore Sénèque, nous découvrons une vision totalement différente de la discipline. Pour eux, la discipline n'était pas une privation, mais une véritable libération. Les stoïciens y voyèrent l'art de choisir ses combats plutôt que subir, cultiver sa liberté intérieure, honorer ce qui compte vraiment. Prenons un instant pour déconstruire ces fausses croyances et comprendre pourquoi la discipline est en réalité une force bienveillante et non une cage. La discipline, ce n'est pas la privation, mais le choix éclairé. Lorsqu'on entend parler de discipline, on imagine souvent un régime sévère, une série de règles strictes qui nous empêchent de profiter des petits plaisirs de la vie. Mais en réalité, la discipline ne consiste pas à se priver aveuglément, mais à faire des choix conscients. C'est l'art de déterminer ce qui est essentiel et de se concentrer sur ce qui a une réelle valeur à long terme. Prenons un exemple simple. Un artiste qui souhaite perfectionner son art devra peut-être refuser certaines sorties ou distractions pour consacrer du temps à sa pratique. Mais est-ce vraiment une privation ? Non, car il ne se force pas à souffrir, il choisit d'investir son temps dans ce qui compte réellement pour lui. Il ne subit pas la discipline, il l'embrasse comme un moyen d'accomplir son objectif. La discipline, ce n'est pas tuer la spontanéité, mais la canaliser. Un autre malentendu fréquent est que la discipline détruit la spontanéité et enlève toute saveur à la vie. On imagine une routine rigide, sans place pour l'imprévu ni pour la créativité. Mais en vérité, la discipline bien comprise permet justement de libérer du temps et de l'énergie pour être plus spontané et créatif. Imaginez un écrivain qui souhaite rédiger un roman. Sans discipline, il risque de procrastiner sans cesse, repoussant son travail à demain, et demain encore, jusqu'à ne jamais rien écrire. Mais s'il décide de consacrer chaque matin 1 heure à son écriture, il crée un cadre qui favorise l'émergence de son inspiration. La discipline lui permet de structurer son travail tout en laissant de l'espace à l'imagination et à la spontanéité. La discipline, ce n'est pas être rigide, mais être maître de soi. Enfin, l'un des plus grands mythes sur la discipline est qu'elle transforme les individus en automates, en êtres froids, dépourvus d'émotions et insensibles aux plaisirs de la vie. Pourtant, la discipline n'a rien à voir avec la rigidité extrême. Elle consiste plutôt à développer une maîtrise de soi qui nous permet de rester alignés avec nos valeurs et nos objectifs sans être esclaves de nos impulsions. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Malgré les responsabilités écrasantes de son rôle, il a su appliquer la discipline pour gérer les crises de l'Empire romain tout en restant fidèle à ses principes.
Sa discipline ne l'a pas rendu insensible ou rigide. Au contraire, elle lui a permis de garder une clarté d'esprit face aux tempêtes de la vie. La discipline, un chemin vers la liberté. Ainsi, la discipline n'est ni une punition, ni une privation, ni une rigidité imposée. Elle est avant tout un outil puissant pour façonner sa vie selon ses propres valeurs et aspirations. Elle nous permet de ne plus être esclaves de nos caprices, de nos émotions fluctuantes ou des distractions incessantes du monde moderne. Elle est le moteur d'une existence plus riche, plus alignée, plus libre. En fin de compte, la vraie discipline ne nous enferme pas, elle nous libère. Elle ne nous punit pas, elle nous élève. Elle ne nous éteint pas, elle nous illumine. Deuxième, l'illusion de la volonté surhumaine. Je vois déjà vos sourcils se froncer. Facile à dire, moi je craque toujours. C'est une pensée que nous avons tous eue à un moment donné, ce sentiment de frustration face à nos échecs répétés, cette idée que certaines personnes semblent dotées d'une volonté surnaturelle, d'une discipline innée qui les empêche de faiblir. Et nous, pauvres mortels, nous nous disons que nous ne sommes pas faits de cette trempe, que nous sommes condamnés à la procrastination, à l'indiscipline, à l'abandon. Pourtant, cette croyance est une illusion. Une illusion entretenue par des images de perfection, des success stories qui ne montrent jamais les coulisses, les heures d'hésitation, les doutes et les échecs qui jalonnent chaque parcours. En réalité, personne ne naît discipliné. Personne ne vient au monde avec une armure stoïcienne solidement accrochée aux épaules, pas même les plus grands penseurs de l'histoire. Sénèque lui-même le disait, personne ne naît avec une armure stoïcienne. La discipline, loin d'être une qualité innée, est un muscle que l'on doit exercer, jour après jour, chute après chute, jusqu'à ce qu'il devienne un réflexe naturel. Et comme tout entraînement, il est fait de haut et de bas. La discipline se forge comme un muscle. Imaginez un athlète qui décide de courir un marathon sans jamais s'être entraîné auparavant. Il s'élance, motivé, grâce à un excès de volonté soudaine. Mais après quelques kilomètres, ses jambes flanchent, ses poumons brûlent et il doit abandonner. Il ne se dit pas qu'il est incapable de courir. Il comprend qu'il a simplement brûlé les étapes. La discipline fonctionne exactement de la même manière. Vouloir tout révolutionner d'un coup, c'est comme essayer de soulever une charge trop lourde sans préparation. Vous risquez de vous blesser, de vous décourager et d'abandonner définitivement. Les stoïciens avaient compris cela et conseillaient une approche progressive. Plutôt que de viser une transformation radicale, ils préconisaient de petites actions quotidiennes, des exercices simples qui permettent d'ancrer la discipline de manière durable. 3 principes fondamentaux. 1. Petit pas quotidien. Il ne s'agit pas de changer du jour au lendemain, mais d'avancer progressivement. Lire une page d'un livre plutôt qu'un chapitre entier. Se lever 5 minutes de plus tôt, puis 10, puis 15. Ce sont ces micro-ajustements qui construisent une volonté inébranlable. 2. Accepter les rechutes. L'erreur n'est pas une défaite, mais une partie du processus. Une journée sans discipline ne signifie pas que tout est perdu. L'important est de reprendre le chemin aussitôt. 3e, les progrès invisibles. Avant le déclic, il y a souvent une longue phase où l'on a l'impression de stagner. Mais chaque effort compte, chaque choix répété forge un nouveau réflexe. L'exemple de Marc Aurèle, la discipline au milieu du chaos. Prenons un exemple concret. Imaginez-vous dans la peau de Marc Aurèle, empereur de Rome. Son quotidien, une pression politique constante, des guerres à gérer, des trahisons à déjouer, et pourtant, chaque soir, il trouvait le temps d'écrire dans son journal. Ce journal qui deviendra plus tard « Les pensées pour moi-même ». Un texte où il réfléchit à ses échecs, à ses difficultés, mais aussi à sa manière d'avancer. Il aurait pu se dire qu'il était trop fatigué, trop occupé, que la discipline attendrait un moment plus propice. Mais il savait que c'est dans le chaos que la discipline est la plus nécessaire. Ce n'est pas dans les moments de calme que l'on forge sa volonté, mais dans la tempête. Imaginez-vous maintenant à sa place. Vous rentrez d'une longue journée de travail, épuisé, et l'idée même de lire ou d'écrire vous semble impossible. Mais si un empereur, en pleine guerre, trouvait le temps de s'exercer à la discipline, pourquoi pas vous? L'effet boule de neige. Au départ, la discipline semble pesante, comme une corvée. Mais à mesure que l'on avance, elle devient une seconde nature. Ce qui était difficile hier devient une habitude aujourd'hui. Et plus vous pratiquez, plus il devient facile de maintenir le cap. Il suffit de quelques semaines pour qu'une nouvelle habitude s'enracine. Prenons l'exemple du sport. Au début, se lever pour aller courir peut sembler un supplice. Mais après un mois, votre corps et votre esprit s'y habituent. La course devient non plus un effort, mais un besoin. Un moment que vous attendez avec impatience.
La discipline n'est pas une affaire de volonté surhumaine, mais de système. Ce qui compte, ce n'est pas votre motivation du jour, mais les habitudes que vous mettez en place. La vraie clé de la discipline. Si vous pensez que vous manquez de volonté, dites-vous que vous êtes comme un forgeron face à une pièce de métal brute. Au départ, il faut des coups de marteau répétés pour façonner la matière. Mais avec le temps, cette matière devient plus malléable, plus solide, jusqu'à devenir une lame tranchante. Alors, au lieu de vous demander si vous êtes assez fort pour être discipliné, posez-vous une autre question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, si petit soit-il, pour renforcer mon muscle de la discipline ? Chaque action compte, chaque effort, même minime, vous rapproche de la version de vous-même qui n'a plus besoin de se battre pour rester discipliné, car elle l'est devenue naturellement. Troisième, votre boîte à outils stoïcienne. 3 stratégies concrètes à voler aux philosophes, le pourquoi qui tient debout. Pourquoi échouons-nous souvent à instaurer de nouvelles habitudes ? Parce que notre motivation est trop vague, trop abstraite. Je veux être en meilleure forme ? Oui. Mais pourquoi ? Quelle est l'image précise, émotionnellement marquante, qui vous fera tenir même quand la motivation flanche ? Imaginez 2 personnes qui décident de se remettre au sport. La première se dit simplement « je dois perdre du poids ». La seconde, elle, visualise un moment précis. « Je veux pouvoir courir avec mon fils sans être essoufflé au bout de 3 minutes ». Devinez qui tiendra plus longtemps ? Le deuxième, parce que son objectif est concret, ancré dans une réalité palpable chargée d'émotions. Les stoïciens savaient que notre cerveau est plus motivé par des images puissantes que par de simples mots. Ils nous encouragent donc à nous demander « Pourquoi cette discipline est-elle importante pour moi ?» Et surtout, comment puis-je rendre ce pourquoi irrésistible ? Celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but peut vivre avec presque n'importe quel comment. Friedrich Nietzsche. Alors, trouvez votre pourquoi électrique, celui qui résonne en vous comme un appel profond, un moteur inarrêtable. L'inconfort apprivoisé, la discipline ne consiste pas à se martyriser, elle consiste à jouer avec l'inconfort, à le tester, à le dompter progressivement. Prenez l'exemple des douches froides. Beaucoup les voient comme une torture, mais si vous la prenez comme un simple défi ludique, comme un jeu à expérimenter plutôt qu'une souffrance à subir, tout change. Vous entrez sous l'eau froide et vous pensez « Voyons combien de secondes je peux tenir aujourd'hui ». Ce n'est plus une épreuve, c'est un entraînement. Autre exemple, l'envie irrépressible de céder à une pulsion comme fumer une cigarette ou grignoter un snack. La réaction immédiate ? Y céder. Mais si vous adoptez la posture stoïcienne, vous vous dites « Et si j'attendais 10 minutes avant d'y succomber ? Juste 10 minutes, cela devient une sorte de défi personnel, un entraînement de votre volonté. Et souvent, au bout de ces 10 minutes, l'envie est déjà passée. Petit à petit, ce jeu devient une habitude. Vous apprenez à mieux gérer votre inconfort, à le voir non plus comme une punition, mais comme un terrain d'entraînement pour votre esprit. C'est ainsi que les stoïciens se forgeaient une endurance mentale inébranlable. La souffrance est une opinion. Si tu choisis de ne pas la voir comme telle, elle disparaît. Marc Aurèle, la règle des 1%, un des plus grands pièges de la discipline, c'est de croire qu'elle doit être radicale, qu'elle doit venir en une transformation brutale et soudaine, erreur fatale. Les stoïciens savaient qu'une transformation durable vient par l'accumulation de petits efforts constants. Imaginez, chaque jour, vous améliorez un aspect de votre vie de 1% et dit un effort minuscule, une page écrite, c'est mieux que 0. 5 minutes de méditation valent mieux qu'une grande ambition jamais réalisée. Prenons un exemple simple. Vous voulez lire davantage. Beaucoup se disent « je vais lire 50 pages par jour » et abandonnent après 3 jours. Les stoïciens, eux, auraient conseillé « lise une page par jour, mais fais-le tous les jours, sans faute ». Ce qui semble insignifiant devient une habitude puissante avec le temps. Cette règle des 1% s'applique à tout, sport, travail, créativité, relations humaines. Pas besoin d'un exploit héroïque, il suffit d'être constant. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Aristote, commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Car ce petit pas d'aujourd'hui est la fondation d'un empire intérieur que vous bâtissez pierre par pierre. Une boîte à outils puissante, mais simple. Si vous retenez une chose, c'est ceci. 1. Trouver un pourquoi puissant. Un objectif émotionnellement fort. 2. Jouer avec l'inconfort plutôt que de le subir. 3e, appliquer la règle des 1% et des 100, car la vraie discipline naît de la constance, pas de l'excès. Avec ces 3 stratégies, vous avez en main des outils simples mais redoutablement efficaces. À vous de jouer, un pas après l'autre, jour après jour. 4e,
Ce qu'on ne vous dit jamais, la discipline, on vous la vend comme une machine implacable. Un bloc de granit, inaltérable, insensible. On vous montre des athlètes se levant à 5 heures du matin, des entrepreneurs enchaînant 16 heures de travail d'affilée, des guerriers modernes qui avancent sans jamais faillir. Mais voici la vérité qu'on ne vous dit jamais. La discipline n'est pas cette perfection inatteignable. La vraie discipline pleure quand c'est dur. Oui, parfois c'est éprouvant. Vous allez tomber, douter, ressentir le poids de l'effort. Et ce n'est pas grave, s'autorise des écarts calculés. Un écart n'est pas un échec, mais une respiration, un moyen de mieux tenir sur la durée. Faites les micro-victoires. Parce que chaque petit pas compte et qu'une habitude se construit sur ces instants, pas sur des transformations brutales. Hier, j'ai tenu 3 jours ma résolution. Je me sentais invincible. Ce matin, j'ai craqué. Une seconde de faiblesse et tout s'est écroulé. J'ai honte, puis je me souviens, demain je recommence. Parce que c'est ça la discipline vivante. Ce n'est pas une ligne droite parfaite. C'est une route sinueuse, parsemée d'embûches, de détours, de chutes. Mais à chaque chute, je me relève et c'est ça qui compte. Ce que personne ne vous dit sur les écarts calculés. On pense souvent que la discipline, c'est être intransigeant, ne jamais fléchir. Mais les stoïciens savaient une chose essentielle. Le contrôle absolu est une illusion. Un moineau pris dans une tempête ne lutte pas contre le vent. Il s'adapte, ajuste son vol. Les écarts font partie du voyage. Si vous essayez d'être parfait, vous allez exploser en plein vol. Les pauses évitent le burn-out. Un sprinter ne court pas un marathon à la même intensité. Il dose son effort. Ce qui compte, c'est la trajectoire. Un jour hors des rails n'efface pas des mois de progrès. Le vrai danger, ce n'est pas l'écart. C'est la culpabilité qui vous fait tout abandonner. Apprenez à dire « Aujourd'hui, j'ai dévié, mais je garde le cap ». La discipline, ce n'est pas l'absence d'émotions. Certains croient que la discipline stoïcienne implique d'être une machine, d'éteindre ses émotions. C'est faux. Marc Aurèle lui-même, empereur philosophe, écrivait des pages entières sur ses doutes, ses faiblesses. Il savait que la maîtrise de soi n'est pas l'extinction des émotions, mais leur compréhension. Acceptez vos moments de faiblesse. Un jour sans motivation, un échec, un coup dur, normal, l'erreur est humaine, la reprise est stoïcienne. Utilisez vos émotions comme levier. Un sentiment de frustration peut devenir un moteur. La peur peut être un guide. Soyez patient avec vous-même. Rome ne s'est pas construite en un jour, une habitude solide non plus. La règle des 100 chutes. Prenons un enfant qui apprend à marcher, il tombe encore et encore, mais jamais il ne se dit « je suis nul, je n'y arriverai jamais ». Non, il se relève, il recommence. Et un jour, il marche, puis il court. C'est la même chose pour vous. Attendez-vous à tomber 100 fois. Et voyez chaque chute comme une étape normale. Ne comptez pas vos échecs, mais vos relèvements. Ce n'est pas le nombre de fois où vous échouez qui compte, c'est votre capacité à repartir. La discipline vivante d'Alexis Moyer s'est avancée malgré tout. Pas parce qu'on est fort tout le temps, mais parce qu'on refuse d'abandonner. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que la discipline n'est pas une montagne infranchissable. Ce n'est pas un idéal inaccessible, c'est un processus, un chemin, un état d'esprit qui se construit jour après jour. Vous tomberez, vous craquerez, mais vous reprendrez encore et encore. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous serez devenu cette personne disciplinée que vous rêviez d'être. Alors maintenant, à vous de jouer. Ne cherchez plus la perfection. Cherchez la progression, tombez, relevez-vous et avancez. La discipline est un choix quotidien. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que la discipline n'est pas une montagne infranchissable. Ce n'est pas un idéal inaccessible. C'est un processus, un chemin, un état d'esprit qui se construit jour après jour. Vous tomberez, vous craquerez, mais vous reprendrez. Encore et encore. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous serez devenu cette personne disciplinée que vous rêviez d'être. Vous avez le choix. Vous pouvez fermer cette vidéo et reprendre votre routine comme avant. Ou alors, vous pouvez décider que cette fois, vous allez avancer. Pas parfaitement, pas sans erreur, mais avec engagement. Fixez-vous un objectif pour aujourd'hui. Juste un, pas pour être parfait, mais pour être en mouvement. Écrivez-le en commentaire et engagez-vous. Si vous vous engagez publiquement, vous avez déjà fait le premier pas. Et si cette vidéo vous a aidé, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. Parce que parfois, un simple message peut réveiller une force insoupçonnée chez quelqu'un. Vous êtes seul responsable de votre destin. Maintenant, qu'allez-vous en faire ?